Bienvenue dans la série On sème du vrai, où chaque invité se dévoile avec authenticité et vulnérabilité. Ce podcast est né dans l'idée de révéler ce qui n'est dévoilé. Dans un monde où le paraître prend plus de place que l'être, nous avons appris à garder notre vie privée. Et pourtant, nous partageons avec facilité ce qui peut être enjolivé. Ensemble, on sème du vrai, afin de lever le voile sur une réalité cachée. Bienvenue sur ce podcast En sème du vrai. Donc aujourd'hui, je reçois Marie et je suis très heureuse de recevoir donc Marie qui va nous partager son parcours, en tout cas une partie et sur des sujets forcément qui me tiennent à cœur. Vous savez que je suis très axée sur tout ce qui est blessures, croyances et conditionnements et que tout ça limite notre potentiel infini et de vivre vraiment la vie à laquelle on aspire, surtout en étant soi et dans la joie aussi. Et Marie a fait certains choix dans sa vie et c'est pour ça que je l'ai invitée aujourd'hui pour qu'elle partage ses choix et ses choix qui ont été aussi d'écouter l'élan de son cœur. Et c'est pas toujours facile d'écouter l'élan de son cœur. Non. Et il y a aussi la partie, on en parlera, mais ce côté des blessures, des traumas, où eh bien, il y a un aspect très conventionnel, le côté un peu Freud, et puis il y a le côté Jung qu'on oublie un peu trop. Et donc voilà, on va parler de tout ça aujourd'hui. Donc Marie, bienvenue, merci d'avoir accepté d'être Merci à présente toi aujourd'hui. d'avoir invité. Avec plaisir. Donc, écoute, je vais te laisser voilà, te présenter et puis raconter un petit peu ton histoire. Qu'est-ce que tu faisais et, et voilà, la suite, quels ont été tes choix par Ok. rapport à ce qu'on s'est dit. Je fais au feeling alors. Yes, carrément, carrément, Ok. carrément. Donc moi, c'est Marie. Je vais avoir bientôt 33 ans. Oui, c'est ça, au mois de juillet. Et j'ai quitté la France en décembre 2021. À la base, je travaillais dans la protection de l'enfance. J'ai fait ça pendant un peu plus de 10 ans. Donc j'ai été travailleuse sociale et puis après j'ai évolué sur d'autres fonctions aussi de chargée de projet, etc. Et puis en fait, quand j'avais la vingtaine, je travaillais déjà un petit peu à l'étranger, mais juste l'été. Et je m'étais toujours dit que je rêvais d'aller au Canada parce que j'entendais que le Canada, c'était l'Eldorado pour tout ce qui était social, accompagnement. Et donc, voilà, j'ai eu mon diplôme d'éducatrice spécialisée. Puis après, j'ai repris un master pour évoluer. Et à la fin de mon master, je me suis dit, donc j'avais 31. Je me suis dit, non, c'est le moment, là, il faut que je parte. En fait, je peux pas passer à côté de ce rêve. J'étais en couple. Je me disais, non, mais là, tout va aller vite. Je vais potentiellement faire des enfants, etc. Faut que je réalise ce rêve d'aller au Canada. Donc, j'ai eu mon master, j'ai pris un CDD, je travaillais pour un projet européen. Et puis, je me suis calé une date. Je me suis dit, en fait, en novembre ou décembre max, il faut que je sois partie. Sauf que je n'arrivais pas à obtenir les papiers. Et puis, pour aller au Canada, il faut avoir des papiers. Et ça venait pas, ça venait pas. Et je me disais, non, si ça vient pas, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque. C'est que c'est sûrement pas pour moi pour l'instant. Mais vraiment, l'envie de partir était, enfin, ça devenait enfin, je pouvais pas faire autrement, quoi. Fallait que je parte. Et donc, du coup, j'étais avec mon conjoint de l'époque et je lui ai dit, bah, écoute, moi, j'ai vraiment envie de partir. Là, faut qu'on parte avant janvier 2022. Je prends la carte du monde et je regarde ce qu'il y a à côté du Canada. Je dis, tac, on va aller au Mexique. Euh, voilà. Donc, en lui disant à lui, bah, écoute, je comprends, c'est mon projet. Si tu veux pas venir, je comprendrai. Mais par contre, moi, je pars, quoi. Il a réfléchi de son côté, il a décidé de partir avec moi aussi à l'aventure. Donc, il faut savoir que je suis partie vraiment sans rien. C'est-à-dire que j'ai quitté mon travail, j'ai tout vendu en France. Je ne voulais plus rien, je voulais rien garder, des choses qui traînent. Donc, tac, on a tout vendu. Et à ce moment-là, au niveau de ton travail, c'était c'était un poste, quel poste tu avais? Est-ce que c'était conventionnellement correct au niveau, si même tu peux partager le grade ou le salaire, etc. Alors, en fait, comme j'avais repris des études, donc avant, j'ai travaillé en MEX, en maison d'enfants à caractère social, ce qu'on appelle un peu plus vulgairement les foyers d'enfants, où on accueille des enfants placés voilà, par la protection de l'enfance, par l'aide sociale à l'enfance. Et comme en fait, j'avais repris un master, du coup, moi, j'avais déjà quitté un CDI en fait.
D'accord. pour profiter de mon master, mon année de master à 100%. Et à la fin de mon année de master, comme j'avais envie de partir, j'ai pris un CDD exprès parce que je sentais que j'allais pas rester, et un CDD d'ingénieur d'études pour un projet européen où on devait analyser les politiques migratoires, comment est-ce que les migrants s'intégraient sur le territoire, et puis on analysait aussi les associations qui prenaient en charge les migrants qui arrivaient sans papier. Donc j'avais un joli poste, je venais d'avoir un master de nouveau, enfin tout était beau sur le papier. Au niveau salaire, dans le social, on gagne jamais très très bien sa vie. C'était en dessous de 2 000 euros, je sais même plus, mais voilà. D'accord. Euh, et avant ça, j'avais pris un poste de coordinatrice d'une structure de protection de l'enfance, mais aussi en CDD. C'était super chouette. Mais j'avais des très très belles opportunités. On m'avait proposé plusieurs postes de cadre. Ce que je voulais avant, absolument. Mais là, il fallait juste que je parte, en fait. C'était vraiment comme quand tu as envie de faire pipi, tu peux pas te retenir. Ben là, il fallait juste que je parte. Et tu avais Donc voilà. peur quand même de partir? Je sais pas si j'avais peur, c'est une bonne question. Je pense que oui, il y avait des peurs, mais en fait, je sentais tellement que c'était vraiment un appel que j'avais 100% confiance que ça allait bien se passer. D'accord. Il y avait honnêtement rien qui pouvait me retenir. Je savais que alors c'est plus mon entourage qui avait peur, qui disait que j'étais complètement folle, que j'avais 31 ans, que je venais d'avoir un master, que j'avais des propositions de poste, de direction, de chef de service, etc. Et que je plaquais tout pour partir à l'étranger sans permis de travail et sans travail. Ouais, je vois le truc. Mais j'avais tellement envie qu'en fait, j'en avais vraiment rien à faire de ce qu'on me disait. Bon, après, j'écoute rarement aussi. Enfin, j'écoute mon entourage, mais si ça me parle pas, ça me parle pas. Hmm. Donc du coup, voilà, je choisis le Mexique, mais en me disant, on va y aller un mois et puis j'aurai les papiers canadiens, c'est sûr, et puis on partira au Canada. Sauf que tu sais comment marche la vie. Forcément, ça ne s'est pas passé comme ça. Donc on a débarqué au Mexique, dans le Yucatan. Le mois passe et en fait, je me sentais hyper bien dans ce pays. Donc j'avais juste envie de rester. Donc, on décide de prolonger encore d'un mois dans le Yucatan. On a visité enfin, toute la région quasiment. Et il fallait bien que je travaille aussi. Donc, du coup, vu que je travaille dans le social depuis 10 ans, j'ai d'abord créé une formation pour les travailleurs sociaux pour qu'ils puissent préparer leur concours d'entrée. Donc, j'ai dû tout apprendre parce que je connaissais rien à l'informatique ni à la formation en ligne. Je donnais des formations déjà en France, mais en présentiel, quoi. Donc, j'ai lancé ce premier projet qui a assez bien marché. Voilà, pas au point de devenir richissime, mais en tout cas, ça me permettait de vivre au Mexique. On a passé 2 mois dans le Yucatan, j'avais toujours pas envie de partir, je n'avais toujours pas les papiers canadiens d'ailleurs. Et donc, du coup, on a prolongé d'encore 2 mois et demi, mais dans une autre région, en Basse-Californie du Sud, du Mexique. Et puis là, j'ai totalement lâché le projet Canada en me disant, bon, j'ai toujours pas les papiers. Je postulais à des offres, mais comme j'avais pas les papiers, ils voulaient pas me sponsoriser. Donc en fait, j'ai lâché prise totalement. J'ai décidé, avec mon ex-conjoint, on est parti 15 jours visiter un peu la région de la Basse-Californie du Sud. Parce qu'au départ, on était basé à La Paz. Puis on a visité et on avait quasiment pas de wifi en fait quand on bougeait. Et un jour, je me connecte sur Internet en disant, bon, je vais peut-être aller checker mes mails. Et paf, j'ai reçu les papiers canadiens pour aller travailler au Canada. Sachant que j'ai oublié de le dire, mais mon conjoint, lui, les avait reçus 2, 3 semaines avant. Mais moi, je les voulais pour moi, en fait. Enfin, lui, c'était ses papiers, ok, mais je voulais, Eh moi, oui. mes papiers, quoi. Et puis, j'avais pas envie de me lancer dans un truc de conjoint, suivi de conjoint, enfin, voilà. Donc, j'étais contente. Mais au final, ce que j'ai attendu depuis longtemps, j'étais contente, mais un peu mitigée quand même. C'est un peu bizarre. Bon, je me dis, allez, c'est parti. Donc, on part faire nos papiers à Mexico, à la capitale. Donc, on reprend l'avion, on arrive à Mexico City, on fait tous nos papiers pour valider notre visa. Parce que quand tu pars comme ça à l'étranger, tu as la chance de pouvoir faire valider tes papiers dans quasiment toutes les capitales du monde. Donc, on fait valider nos papiers. Donc là, on est prêt à partir. Et, euh, et donc, on réfléchit. Je m'en souviens, c'était un jeudi.
Et on se dit oui, alors voilà, ça y est, ben, la semaine prochaine, on part au Canada. On était au mois d'avril 2022. Et là, je me dis non, en fait, j'ai envie d'aller à Bali. Parce qu'en fait, pour mes 30 ans, un de mes rêves, c'était de passer un mois toute seule à Bali pour mes 30 ans. 30 ans, mes 30 ans, c'était l'année du Covid, donc c'était pas possible d'aller à Bali. Et pour qui, pourquoi ça me revient? Non, pas pour qui, pourquoi, parce que je regarde le film Mange Priem, que Oui. beaucoup connaissent, voilà. Et là, je me dis, mais non, mais Marie, mais il faut que tu ailles à Bali. J'étais quand même au Mexique, ce n'est pas à la porte à côté. Et donc, du coup, je dis à mon conjoint, je suis désolée, mais il faut que j'aille à Bali. Pareil, tu me suis pas, mais moi, là, il faut que j'aille à Bali. Donc, il me suit. On prend l'avion 2 jours après. Et nous voilà débarqués à Bali. Et donc, on passe 2 mois à Bali jusqu'au mois de juin. Et c'était vraiment génial. Rien à voir avec le Mexique, mais j'ai pas trouvé qu'il y en avait un mieux que l'autre. Mais enfin, j'ai trouvé ça exceptionnel, quoi. J'ai pris du temps pour moi. J'ai adoré découvrir Bali. Et puis, à un moment donné, pareil, je me réveille un matin en me disant, bon, bah, c'est parti, on va au Canada. Voilà, voilà. Et alors, j'étais motivée, oui, mais ça faisait quand même plusieurs mois qu'on était déjà au soleil, que j'ai appris, je pense, pour la première fois, autant je lis beaucoup de choses, j'adore le développement personnel sur l'instant présent, le lâcher prise, etc. Mais je pense que je l'ai compris quand j'ai quitté la France, en fait, vraiment. En le vivant. En le vivant, tout à fait. En le vivant et en me disant, en fait, parce que quand je suis arrivée au Mexique, c'était quand même pas simple quand tu as quitté un emploi et quand tu quittes un peu toute cette sphère que t'impose un peu la société, tu as beaucoup de gens qui disent, mais qu'est-ce que tu vas faire? Et moi, étant un peu hyperactive, la plupart des gens que je connais me disaient, mais en fait, tu vas pas tenir, toi, t'aimes trop travailler, tu travailles dans la protection de l'enfance depuis 10 ans, forcément, ça va te manquer. Donc, il y avait ce statut un petit peu au niveau de l'ego qui me manquait. Parce que forcément, on te demande qu'est-ce que tu fais. Et quand tu dis aux gens, mais je travaille en ligne, bon, ça leur parle pas trop, ou j'accompagne des travailleurs sociaux, mais eux, ils avaient l'image de Marie qui travaillait en foyer, qui faisait plein de choses. J'étais bénévole, enfin, je suis toujours bénévole dans une asso pour des enfants victimes de violences sexuelles. Donc, eux, ils se disaient, mais qu'est-ce qu'elle a pété un câble, la fille, quoi. Et puis, elle va revenir, enfin, voilà. Et donc, mais moi, en fait, je me suis sentie hyper bien. Et plus ça allait, enfin, plus je me disais, mais en fait, j'adore cette liberté, j'adore me retrouver moi et c'est top, quoi. Donc, bon, on part quand même au Canada. Mon conjoint, lui, rentre en France parce qu'il avait des choses à régler. Moi, j'arrive au Canada toute seule au mois de juin, fin juin ou début juin, je ne sais plus. Et là, honnêtement, j'ai posé un pied à l'aéroport. J'étais envahie d'une angoisse comme j'ai rarement eu. Ça a été vraiment, en arrivant à l'aéroport, je me suis sentie hyper mal. Alors que c'était mon projet depuis longtemps hein, et que j'avais tout checké. Autant le Mexique et Bali, je n'avais absolument rien checké. C'est-à-dire que c'était vraiment au jour le jour. Là, j'avais tout checké, la ville, ce qu'il y avait à faire, etc. Je devais retrouver des copines, mais je me suis sentie hyper mal. Je fais mes papiers. Bon, en plus, il faisait pas beau, ce qui n'aidait pas. J'ai une petite cousine qui est là-bas, donc je loge au début chez elle. Je me trouve un studio. Je trouve du travail très rapidement. J'avais beaucoup d'offres d'emploi. Enfin, on me proposait pas mal de travail, dont un emploi à Médecins du Monde, qui était un de mes rêves, et un autre dans une ONG, enfin dans une grosse organisation qui s'occupe des enfants aussi, qui promeut les droits de l'enfant. Donc c'est l'association que j'ai choisie. Voilà, parce qu'il y avait honnêtement, parce qu'il y avait aussi un bon salaire et parce que je trouvais que le projet était intéressant. On montait des formations pour accompagner les travailleurs sociaux au Canada et à l'international sur justement comprendre les traumatismes des enfants, comment mieux les accompagner. On intervenait aussi dans des écoles. Enfin, vraiment, le projet sur le papier était magnifique, quoi. Donc, je commence ce travail et je me sentais toujours très mal. C'est-à-dire que j'avais beau faire des activités, aller il y a des grands lacs, des grands parcs là-bas, je bavais dessus en photo avant, je n'arrivais pas à me sentir bien dans cette région. J'étais au Québec, il n'y avait rien à faire. Je, J'étais contente de retrouver mes amis que j'avais pas vues depuis longtemps et elle qui était installée là-bas, mais je me sentais hyper mal. Et au travail, pareil. Je matchais pas, honnêtement, je matchais pas non plus avec les valeurs finalement de l'asso, ni avec l'équipe. C'est la première fois que ça m'arrivait. J'ai toujours travaillé dans des équipes où ça se passait bien et j'ai toujours adoré. Mais là, je me dis, putain, mais il n'y a rien qui va en fait. Alors que c'est toujours enfin, ce que j'avais rêvé en fait. Mm. Et donc, voilà, mon conjoint me rejoint, on change d'appartement, on prend un appartement magnifique, piscine dans le condo et tutti quanti. Toujours pas.
Toujours pas. J'étais vraiment pas bien. Fin août ou tout début septembre, je décide de quitter mon conjoint. Voilà. Alors, c'est une rupture qui s'est très bien passée, hein. On a, contrairement à d'autres ruptures que j'ai pu expérimenter avant, on a beaucoup discuté, mais ça reste une rupture. Donc, pour refaire le topo, je suis partie depuis plusieurs mois de la France. Je n'ai pas ma famille, mais j'ai des amis quand même au Canada, mais j'ai pas mon entourage super proche. Je quitte mon conjoint. Je ne sais pas ce que je vais faire. Donc, ce qui veut dire quitter son conjoint égale redéménager dans une ville où je me sens déjà pas bien. Et il me reste un travail où je me sens pas bien. Du coup, je me Et dis, oui, par rapport à justement la personne avec qui tu étais à l'époque, bon, là, vous vous êtes séparés, mais toutes les fois où tu as décidé de partir, donc Mexique, Bali, est-ce que tu as eu peur, enfin pas peur, mais est-ce que tu étais OK avec le fait que potentiellement c'est fini et potentiellement tu vas entre guillemets en souffrir peut-être? Ou tu t'es jamais posé la question, genre c'est moi d'abord et c'est pas grave? c'est-à-dire, à quel moment? Quand tu lui as dit, en gros, c'est soit tu me suis, ou Ouais. soit, bon, à un moment donné, ça se finit s'il ne suit pas. En fait, pour moi, c'était moins en priorité. Mm. C'était moins Hmm. en priorité parce que je savais que si, par exemple, il m'avait dit non, on en a beaucoup discuté et que je serais restée en France, j'aurais été malheureuse. Parce que je serais pas allée au bout de mon projet et en général, quand j'ai un projet, je veux aller au bout. Et donc, pour moi, j'étais prête à accepter cette rupture déjà avant, mais pour réaliser mes rêves. D'accord. Mm. Donc ça, j'étais très au clair là-dessus. Ok. Mm. Et je lui avais dit aussi, franchement. Mm. Hmm. Donc voilà, du coup, on se sépare. Au début, on vivait encore ensemble parce que voilà, on était quand même à l'étranger. En fait, je n'arrivais pas à rechercher un appartement. C'était pas le quitter lui, c'est de me dire, en fait, reprendre un appartement, ça veut dire, ça prolonge mon engagement dans cette région, en fait, dans ce pays. Hmm. Et au fond de moi, je sentais que c'était pas ce que je voulais. Mais en même temps, j'avais toujours mon travail. Donc là, on est début septembre et un mois après, je décide de démissionner D'un parce que poste que tu as toujours rêvé. ouais. Mm. Où tout le monde me disait waouh, tu sais, j'avais mis sur LinkedIn waouh, c'est génial, oh, super, tous mes collègues français, super, on va faire des échanges avec le Canada, de pratiques. Ouais. Ben non. Hmm. Donc je démissionne. Il faut savoir que j'étais au Canada, donc je démissionne, ça veut dire démissionner égale partir sans rien. On oublie le chômage et tout ce qui existe à Tout à côté. fait. Mm. Et je démissionne un vendredi, non, un samedi matin. Alors, j'annonce que je démissionne le samedi matin et le lundi même, le Canada, c'est pas comme la France, hein. Le lundi même, ça y est, j'avais plus de poste, quoi. D'accord. Donc, alors ça a été un petit traumatisme quand même parce que c'était la première fois que je pense que mon ego en a aussi pris un coup. C'était la première fois que je me retrouvais vraiment dans une asso où je matchais pas ni avec les valeurs ni forcément avec l'équipe. Et Tu t'es ça aussi, remis il a toi en fallu, question? ouais, je me suis beaucoup remise en question. Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que c'est juste que c'est pas fait pour moi et c'est l'univers qui m'envoie des signes en disant non mais là tu vois bien on te montre qu'il y a rien qui va en fait. Tu te plais pas ici, tu viens de quitter ton conjoint, le travail ça va pas. Mais il a fallu du temps pour l'accepter quand même. Oui, oui, parce qu'en fait, dès le départ de tout ce que tu as partagé, c'est comme si, oui, l'univers t'avait déjà montré. T'as pas eu tes papiers, t'es quand même parti au Mexique. On t'avait déjà dit que c'était pas fait pour toi, Ouais, mais j'insiste, je veux y aller. Et finalement, encore une fois, la vie est de toute manière bien faite et la parfaite. vie est bien faite. Ah, puis je mettais tout en place, hein, loi de l'attraction et compagnie pour avoir ses papiers. Donc je pense qu'à la fin, là-haut, ils se sont peut-être dit bon, on va lui donner ses papiers et puis aller voir que Mais j'ai expérimenté. Après, j'ai aucun regret hein, de ce passage au Canada, vraiment pas. Euh, parce que, euh, parce que ça m'a permis de comprendre aussi, en fait, que parfois on fonce dans une voie et on s'écoute pas assez. Et là, je pense que j'ai appris ce que c'était m'écouter. Mm, Et top. Parce que j'ai toujours été un peu à 100 à l'heure, les études. Et puis après, dans le social, je travaillais aussi dans l'urgence sociale. Donc, t'as pas le temps, en fait. Et mm, là, j'ai dû ralentir et aussi me regarder moi et m'écouter vraiment. mm. C'est qu'avant, oui, je m'écoutais parce que je disais, oui, c'est super, je pars tout le temps en voyage, je voyage beaucoup, mais voilà, quand j'avais mes vacances. Oui. Là, je devais vraiment m'écouter. Oui, parce que là, alors tu me diras si c'est juste, hein, mais dans ce que tu as partagé, ce qui m'a tout de suite fait écho et résonné, donc moi je parle, l'ego, c'est pour moi l'être humain,
Et après, notre âme, notre cœur, le divin, on appelle ça comme on veut. Et en fait, je crois qu'on est tous conditionnés à avoir des rêves de l'ego, de l'humain, où moi aussi, j'avais l'American Dream, je voulais aller au State, ta. Et en fait, je croyais que c'était mon rêve, mais pas du tout. C'était un rêve conditionné par la société, un rêve bien égo, bien humain. Et d'ailleurs, j'y suis jamais allée. Et en fait, toutes les fois où tu t'es décidé comme ça parce que tu as senti l'élan du cœur, boum, Mexique, boum, Bali, tu as kiffé. Et le côté, je vais là où c'est mon rêve depuis toujours, qui en fait a l'air d'être un rêve plus conditionné dans l'ego, dans l'humain, finalement, en fait, c'était pas le bon. Exactement. Ouais. Exactement. Et c'est aussi ce que tu dis, ça fait écho parce que au Canada, du coup, tout le monde me dit, mais je comprends pas, tout le monde dit que c'est génial. Mais pourquoi toi, t'aimes pas? Et en fait, je me dis, bah en fait, je me suis moi aussi laissée porter par tout le monde dit que c'est génial. Bah tiens, allez, je vais y aller parce que tout le monde dit que c'est génial. Et en fait, non, pour moi, ce n'est pas génial. Mais c'est mon Ouais. avis propre, attention, c'est génial pour plein d'autres personnes. Mais en tout cas, moi, de mon ressenti, c'était pas ma place, clairement. Oui, c'est ça. En fait, c'est que on est, pour beaucoup en tout cas, on est conditionné à avoir le rêve des autres parce que lui, il a l'air heureux, alors qu'on porte tous des masques et que le trois quarts, on est heureux, c'est fake en fait. C'est ce qu'on laisse croire à soi et aux autres. Et du coup, en fait, on se dit, il a l'air heureux avec cette maison ou ce travail ou ci ou ça. Alors, si j'obtiens ça, moi aussi, je serai heureux. Et en fait, on Exactement. suit des rêves qui ne nous appartiennent pas parce que c'est un peu ce qu'on nous apprend finalement. Ouais. Et c'était exactement pareil pour le couple. Tu vois, je me dis, waouh, je suis avec quelqu'un alors, mon ex-conjoint est quelqu'un de très, très bien, mais je suis avec quelqu'un de très bien. Il a une bonne situation. Sur le papier, en effet, au niveau de l'ego ou du conditionnement, oui, ça matchait. Mais moi, au fond de moi, je sentais qu'il n'y a plus rien qui matchait, quoi. Mm. Et donc, du coup, donc voilà, j'ai quitté mon conjoint, j'ai quitté mon travail. Je décide de partir avec une copine à Miami parce que j'avais juste besoin de soleil et que c'était la destination la plus proche du Du Canada, Canada. en termes d'ensoleillement en tout cas. Donc ça, c'était au mois d'octobre. Elle loupe l'avion, donc je prends l'avion toute seule. Moi, elle me rejoint après, mais en tout cas, je me retrouve toute seule dans l'avion le soir. Je débarque à Miami à 23h au minuit, seule. Et en fait, je me sentais super bien. J'ai mis un pied pareil. L'inverse du Canada, j'ai mis un pied à l'aéroport. Je me suis sentie hyper bien. Le lendemain matin, je me suis levée. Donc, ma copine m'a rejoint que le soir. Elle a repris un avion 24 heures après. Mais j'ai adoré me balader au soleil, aller me prendre un petit café. Tout ce que je faisais plus au Canada parce que j'avais plus d'énergie et parce qu'il y avait rien, peu de choses qui me plaisaient. Ou alors, je le faisais, mais je me forçais et je prenais pas plaisir. Là, j'ai retrouvé, je me suis dit, waouh, mais en fait, c'est ça. Enfin, Mm. c'est ça Et qu'il me faut. Alors, quand tu es allé à Miami, le billet d'avion, tu l'avais du coup pas réservé longtemps à l'avance. ah non, je le réservais, je sais pas, une semaine avant, même pas. Ouais, Ouais. voilà, le côté, l'élan, bon, allez, il me faut du soleil, et boum, je Ouais, suis encore une fois mon cœur, et ça match. ouais, exactement. Donc on avait pris 5 jours et donc on est rentré le dimanche et en fait le samedi matin, moi je me suis levée d'un bond. J'ai dit en fait je vais repartir au Mexique. Voilà. Donc j'ai pris mon billet d'avion à Miami pour le Mexique. Donc je suis rentrée à Montréal le dimanche et le mardi j'étais dans l'avion pour le Mexique. Donc j'ai refait toutes mes affaires et je suis partie. Donc ce qui voulait dire aussi dire vraiment au revoir à mon conjoint parce qu'on a cohabité ensemble. On avait cohabité depuis notre rupture. Et voilà, je suis partie. Mais avec au fond de moi ce truc de faut que tu partes, quoi. Et pareil, je suis arrivée de nouveau au Mexique et je me suis sentie libérée d'un poids, en fait. Et pourtant, Mm. j'ai débarqué sans rien. Je n'avais plus d'emploi, j'avais encore ma formation en ligne qui tournait. J'étais juste en train de développer le coaching pour l'accompagnement des femmes, mais il n'y avait rien de très concret, en fait. Mhm. Donc vraiment, je me vois arriver dans mon appartement au Mexique en disant, OK, bah t'as plus rien là. C'était reparti. Ouais, ouais, ouais. Mais Et, je me sentais super bien. ouais, et est-ce que tu n'avais pas du tout de peur, ou est-ce que tu avais quand même un petit peu des peurs, dans le sens où, par exemple, moi, je vois quand j'ai pris la décision de tout quitter et pareil, tu vas au Mexique, bon, tu sais pas parler, tu n'as pas de visa, tu n'as pas rien jusqu'à arriver à l'aéroport. Et en fait, moi, j'avais pas de peur dans le sens où, concrètement, je savais qu'il fallait que je quitte la France et j'étais enjouée d'y aller. Mais par contre, j'étais rattrapée par les peurs qui ne m'appartenaient pas de tous les gens autour de moi. Alors, j'essayais voilà, j'ai jonglé avec mes peurs, j'ai dealé avec elles, mais elles étaient là, mais par contre, je savais qu'elles n'étaient pas à moi. Est-ce que tu Hmm. as eu quand même ce truc ou pas du tout?
Oui, beaucoup. Ouais. Sauf que je faisais pas toujours la différence entre ce qui était à moi et pas à moi. Mais oui, Mm. oui, ça m'arrivait d'avoir des moments où... Alors, j'ai retrouvé un travail en ligne assez rapidement, mais de prof de français au départ. Puis après, je suis passée coordinatrice de l'entreprise. Mais oui, c'était... Oui, j'avais des peurs parce que je me disais, mais je vais où en fait? Enfin là, j'ai pris un travail pour me nourrir. Où est-ce que je vais? Enfin, tu vois, ça m'arrivait parfois d'avoir des moments où je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie? Je suis toute Mm. seule au Mexique, j'ai 32 ans, c'est quoi ta vie? Mais j'avais tellement de moments en fait qui me rappelaient que j'étais au bon endroit, que du coup, ça prenait le dessus sur mes petites angoisses et les peurs que je pouvais avoir. Ta plus grande peur, l'insécurité que tu avais, c'était laquelle? Je pense que c'était de pas d'avoir de visibilité sur D'accord. l'avenir. Ouais, pour la première fois. De vraiment avoir zéro visibilité. Ouais, ça demande un détachement et du coup une présence, d'être là, ici, maintenant, Ouais, sans projection du futur. exactement. De pas avoir, de me retrouver seule aussi, parce que quand tu es à deux, tu fais aussi des projets à deux, tu es, aussi porté par l'autre. Là, de me dire, OK, tous mes rêves, enfin, tout ce que je m'étais imaginé plus jeune, avant 30 ans, j'aurais un mari, une maison, des enfants. Moi, j'aime pas trop les animaux. Enfin, j'ai jamais voulu d'animaux, donc pas de chien. Mais en fait, tout ça, paf, c'était balayé, quoi. Et en Mm. même temps, même si au fond de moi, je sais que j'étais à ma place, il a fallu quand même gérer ces petites crises d'angoisse de waouh, qu'est-ce que je suis en train de faire? Mm. Ouais, c'est un gros conditionnement qui, voilà, après, moi, je répétais souvent avant de partir, quand autour de moi, on me disait des choses, c'était stop, arrêtez, parce que c'est pas le courage, c'est pas l'absence de peur, c'est d'avoir peur et de le faire quand même. Hmm, Donc, on a quand même, oui, des petites insécurités parce qu'on on est tellement conditionné par tout ça, le côté aussi argent, le côté voilà, de la famille, etc. Et moi, à l'inverse, j'ai jamais trop été sur le côté, euh, voilà, se marier, les enfants, etc. Et pourtant, quand j'ai décidé ça, ben, ça m'a rattrapé. Et j'avais, voilà, mes loustiques, comme j'aime bien le dire, qui me rattrapaient et qui me disaient, non, mais attends, t'as 35 ans, t'es pas marié, t'as pas ci, t'as pas ça. Non, mais où tu vas? Non, mais... Et en fait, ouais, on est vachement rattrapé par ce côté ouais, conditionnement. Et c'est beau de pouvoir le dépasser parce qu'encore une fois, bah, parmi plein de gens et des milliers de gens, bah, tu es aussi un exemple de ouais, mais en fait, s'écouter au-delà des conditionnements. Et bien sûr que ça demande du courage, mais ça en vaut la peine finalement. ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine parce que je pense que les moments que je vis depuis que j'ai quitté la France, je les trouve tellement intenses. Et bien sûr que tout n'est pas beau, tout n'est pas rose, attention, hein. Mmh, Et puis voyager, c'est pas une fin en soi. C'est voyager pour se retrouver soi aussi. c'est C'est ça. pas juste on va à la plage, on prend des photos et on publie sur les réseaux et c'est beau. Non, non, ça va au-delà de ça quand même, surtout quand on quitte tout comme ça. Donc, faut être prêt, je pense, à se dire, OK, tout va pas se passer comme je l'ai imaginé, mais je fais confiance, je me laisse porter et j'apprends à m'écouter, j'apprends à écouter les signes. Moi, dès que je suis revenue au Mexique, souvent on me disait, mais t'as pas peur, tu connais personne. J'ai rencontré très facilement du monde. J'ai fait des rencontres voilà, qui matchaient soit avec mon travail, soit parce que je suis aussi dans l'énergétique, des gens qui me poussaient aussi là-dedans. Enfin, ça a été top, quoi. Ça a Mmh. été super top. Après, encore une fois, c'est pas un long fleuve tranquille non plus. Oui, oui, oui. Après, tout à fait. C'est ça aussi, dealer avec ses peurs. Ouais. J'y vais. Oui, oui, il y a des insécurités. Oui, il y a des choses qui se réveillent en moi. Mais j'y vais parce que moi, j'aime bien dire que quand tu as des peurs, en fait, c'est des peurs où vraiment tu risques ta vie. Tu sautes d'un immeuble, bon, bah, voilà, là, oui, tu as peur, bah, c'est normal. Et ça, en fait, voilà, c'est une guidance, hein, c'est OK. Mais toutes les autres peurs qui sont en fait, c'est quelque chose qui te fait vibrer, mais il y a une peur, ça, c'est l'ego qui met des barrières. Et en fait, il y a toujours le cadeau derrière. Et bah, parfois, il va t'arriver aussi des choses dans la vie où c'est un cadeau, mais il faut Mm. il est mal emballé. Donc, il faut quand même aller l'ouvrir parce que derrière ça, bah, il y a le vrai cadeau en fait. Mais, Exactement. mais c'est sûr que voilà, bah, quand tu passes par le cadeau mal emballé, bon, c'est pas le meilleur moment, mais après, il y a le cadeau bien emballé. Donc, oui, Exact. oui, c'est des hauts, des bas. J'aime bien prendre l'image de l'électrogramme.
Hein, la vie est faite de haut et de bas. Hein. Si tu es devant l'électrogramme, s'il y a une ligne droite, c'est que c'est fini, Mm. c'est la fin. Donc la vie même, le cœur même montre que bah, c'est des hauts et c'est des bas. Donc c'est ça, c'est qu'après, bah, au fur et à mesure de ta vie, ils sont peut-être moins intenses parce que tu apprends à les gérer. Mais oui, oui, tout à fait. Et merci de le rappeler, parce que c'est important. Parce que quand on est dans ce cheminement développement perso, spirituel, etc., les gens l'oublient souvent et s'attendent à arriver au nirvana. Et après, bon, tu te rends compte que, ah Et merde, non, j'ai toujours des trucs. Et oui, c'est la vie, ça s'appelle la vie. c'est exactement ça. Par contre, tu vois, ce que tu dis sur les hauts et les bas, je pense que depuis que je suis partie et que je mène une vie qui me correspond, enfin, en tout cas qui vibre en moi, les moments de haut, je les savoure fois mille, quoi. Ouais. Tu vois, il y a des choses dont j'ai plus besoin. Des choses que je faisais en France que j'ai plus besoin maintenant. Tu vois, c'est tout bête, mais moi j'étais très vêtements, etc. J'ai plus forcément besoin. Donc oui, j'aime bien m'acheter des nouveaux vêtements de temps en temps, mais c'est des petits détails comme ça, où être tout le temps avec beaucoup de monde, plein de fêtes, plein de sorties. C'est des choses qui vibrent plus. Par contre, il y a d'autres choses qui vibrent 100 fois plus, quoi. Allez, là ce matin, je me suis levée, je suis allée voir le lever de soleil sur la plage à 6 heures du matin. Tu vois, waouh, je me suis sentie hyper bien, tu vois. Des Mmh. choses que je faisais parfois en France, mais un peu en me disant, bon, allez, va avoir un coucher de soleil parce que c'est écrit dans le livre de développement personnel que ça va te faire du bien. Finalement, j'étais pas vraiment là, tu vois. Mmh. Que là, je sens que je les vis vraiment pleinement. Ouais, ouais, ouais. Mm. Ouais, tu te rattaches plus, après, tu es plus connecté aux petits plaisirs simples de la vie et Ouais. pas finalement un côté paraître enfin, moi aussi, hein, j'ai été une grosse consommatrice il y a quelques années de ça, de vêtements. Enfin, aujourd'hui, je sais pas tous les combien je m'achète un vêtement, mais très peu. Et en fait, ouais, c'est encore une fois ce truc qu'on t'apprend Mm. et qui, en fait, une fois que tu t'en sépares de ça, tu te rends compte que ah, mais ça avait pas de sens et ça me nourrissait pas, en fait. C'est tout à fait Et, ça. et le petit plaisir, finalement, te nourrit beaucoup plus. Ouais, tout Mm. à fait. Ouais. Donc, tu dirais que voilà, ce voyage qui n'est pas fini, parce que la vie est un Ce n'est pas voyage fini. et on ne sait pas demain hein, Ouais, où tu seras, c'est le sujet du moment, hein, c'est parce que exactement ça. tout le monde part, on ne sait pas trop. Mm. Mais ouais, voilà, ça t'a appris à te reconnecter à toi, tu dirais, À me davantage. reconnecter à moi davantage, à vraiment faire confiance aussi au l'univers, le destin, chacun l'appelle comme il veut. Faire confiance, c'est-à-dire m'écouter, écouter les signes que je reçois et faire confiance. Dire, OK, d'accord, tu sens qu'il faut que tu ailles par là. T'as pas toutes les règles du jeu. Tu sais pas trop ça va être quoi la finalité, mais il faut juste que tu y ailles. Et c'est une libération incroyable. Voilà, c'est Là, je suis là pour l'instant. Je ne sais pas encore pour combien de temps. Je ne sais pas où j'irai après. J'ai quelques idées. Mais juste de me dire, je me laisse porter. Je me sens soulagée d'un poids énorme. Ouais. Parce Ouais, que ouais. ça c'est quelque chose que tu savais faire quand tu étais en France ou tu étais plus dans le contrôle quand tu étais en Alors, France? si on avait parlé ensemble quand j'étais en France, je t'aurais dit non, non, mais moi, je suis pas du tout dans le contrôle. Attends, je me laisse totalement aller. Et là, non, non, je me suis rendu compte que oui, oui, j'étais très dans le contrôle. Tout à fait. Je vais travailler là, je vais reprendre ça comme étude. Et puis, je vais obtenir ce diplôme. Et puis, oui, j'étais dans le contrôle. Là, je pense que de moins en moins. De Hmm. moins en moins. Et puis aussi parce que depuis que je suis partie, on m'a poussé à être Je n'ai pas vrai. En fait, c'est comme si j'avais pas vraiment eu le choix de pas être dans le contrôle. Parce que plus je sentais que je voulais aller dans le contrôle, vouloir obtenir à tout prix mes papiers, vouloir à tout prix obtenir enfin, travailler dans une grande ONG, etc., moins ça marchait en fait. Hmm. Et à partir du moment que j'ai lâché, tac, enfin voilà, je sens que ça se débloque de plus en plus. Après, c'est pas forcément le sujet là du podcast, mais en plus j'ai traversé un deuil difficile. Enfin, je traverse un deuil difficile là depuis le mois de janvier. J'ai perdu mon petit frère donc le 5 janvier dernier. Donc voilà, tac, quand je disais la vie c'est pas un long fleuve tranquille, oui, j'étais à l'étranger, mais voilà, tu vis aussi ton deuil Hmm. quand ton frère est décédé, tu es au Mexique. Donc, je suis rentrée en France. La question s'est aussi posée, est-ce que je reste en France? Est-ce que je repars? Est-ce que je reste avec ma mère? Est-ce que? Et finalement, pareil, tu vois, même dans ce moment-là, alors c'est un peu, peut-être ce que je dirais, la beauté parfois qu'on peut retrouver dans le deuil, c'est finalement, on n'a pas le choix que de s'écouter. Parce que on est un peu plus ouvert, en fait, je pense, aux signes, aux messages. Et le choc est tellement violent et ce qu'on vit est tellement violent que
enfin, en tout cas, moi, tel que je le vis, ce deuil, il faut d'autant plus que je m'écoute. Parce que sinon, je peux pas contrôler ce qui se passe là. Clairement pas, je peux pas contrôler. Et si je lutte, ça va pas le faire, quoi. Ça va finir en guerre entre moi et moi-même. Et en Ouais. fait, de traverser ce deuil aussi, ça me fait encore plus lâcher en disant, waouh, faut que vraiment que je m'écoute, que je me laisse porter. Donc, tu vois, je suis revenue au Mexique. Et je regrette pas du tout, même si bien sûr au début ça n'a pas été facile, hein, parce que j'ai à peine eu le temps de comprendre tout ce qui s'était passé en 3 semaines en France. Mais en tout cas, tu vois, même ce choix-là, je le regrette pas, même si c'est un choix qui a pu en choquer beaucoup, tu vois, que Oui, Ouais. c'est ce que j'allais te demander, autant dans le fait que tu aies quitté voilà, la super entreprise au Canada, autant là que tu décides de repartir après la perte de ton frère. Mm. Euh, Deux situations qui sont complètement différentes, mais dans un cas comme dans l'autre, voilà, j'imagine que pour le travail, il y avait ce côté, mais attends, mais t'es folle, nanana, voilà, t'as quitté ça alors que voilà. Et là, non mais il faut que tu restes près de ta famille, autant pour être là pour les autres, autant toi, bah, toute seule, hein, voilà, j'imagine un petit peu tout ça. Et là, à ce moment-là, vu que toi, bah, tu as pris les décisions, tu as quitté ton travail ou bah, après cet événement tragique pour toi, tu as quand même décidé d'aller au Mexique. Et donc, dans ces deux cas, tu t'es écouté toi. Est-ce Ouais, que, et donc, voilà, de l'autre côté, on t'a dit tout un tas de choses. Est-ce que ça t'a amené une culpabilité, oui. des doutes ou quelque chose sur tes décisions? Alors, pas de quitter Si, de quitter mon premier emploi, enfin mon emploi au Canada, ça m'a amené un peu une culpabilité parce que je me sentais quand même investie de cette mission depuis 10 ans dans la protection de l'enfance en disant, ouais, mais tu peux pas, Marie, lâcher, enfin voilà, c'est ta mission, tu es compétente dans ce domaine, il faut que tu continues. Donc, je le continue, mais différemment, à travers la gestion de projet en bénévole. Donc, cette culpabilité, elle est vite partie. Par contre, quand mon frère est décédé, et que j'ai décidé de revenir ici, ça a été compliqué J'ai dû faire un vrai travail là-dessus parce qu'en effet, même si les gens, ton entourage veulent être bienveillants, il y a quand même des phrases où tu te les prends quand même dans la figure, quoi. Oh, tu laisses ta Mm. mère? Ah bon? Mais comment elle va faire sans toi? Elle vient de perdre son fils, tu vois. Alors que c'est une décision en plus que j'ai prise pour moi, mais on en a aussi longuement discuté avec ma mère qui, elle, me disait non, moi je veux que tu... Pour la petite histoire, elle était avec moi au Mexique en vacances quand mon petit frère est décédé, donc on l'a appris toutes les deux. Donc, elle a vu un petit peu ma vie ici. Donc, tout de suite, elle m'a dit non, moi, je veux juste que tu sois heureuse. Et si tu es heureuse là-bas, vas-y. Mm. Donc, ça m'a aidé. Mais bien sûr, j'avais des phrases parfois, oui, mais tu te rends pas compte. Ou là, tu es dans le déni. Et puis, c'est juste que tu sais pas ce que tu fais. Donc, tu repars après. Ton frère vient de décéder, tu repars, mais tu vas forcément rentrer. On peut pas vivre un deuil toute seule. Tu sais, des choses qu'on t'explique. Et puis, à un moment donné, tu te raisonnes et tu dis, mais en fait, ça sort d'où leur théorie, tu vois? Enfin, qui a Ouais, dit que... c'est leur perception à eux et puis c'est la projection de leur propre peur aussi. La peur Exactement. de si je quitte ma famille, moi je serai rejetée. Donc je te renvoie et je projette sur toi cette peur-là. Ouais. Et Mais ça, c'est vite. Une fois que je l'ai conscientisé, tac, c'est passé. Pareil. ouais, Ouais. d'accord. C'est passé parce que j'ai vite compris qu'en tout cas, c'est un peu comme enfin, tous les événements qui arrivent dans la vie. Je me suis juste rendu compte que, oui, j'en lis des choses sur le deuil, etc. Mais en fait, ce que j'appelle mon programme de deuil, j'aime bien dire ça, j'allais le créer moi-même et le faire moi-même. Et que Mm. j'allais le gérer comme j'avais envie de le gérer. Voilà, en essayant de m'écouter au maximum. Et ça m'a beaucoup aidé. Une fois que je me suis dit ça a été un déclic. Ouais, De me dire, ouais. ouais, vis ton deuil comme tu as envie de le vivre, comme tu as vécu ta rupture comme tu avais envie de la vivre, comme tu as quitté le Canada comme tu avais envie de le quitter. Et c'est un peu le même processus que je fais pour mon deuil, tu vois, en me disant, en fait, je le vis comme j'ai envie moi et comme ça résonne surtout avec moi. Mm. D'accord. Tu vois, Et, par exemple, souvent on me dit, oh là là, tu fais beaucoup d'activités depuis que tu es rentrée au Mexique, tu as commencé la danse, tu as fait un saut en parachute, mais tu t'es dans le déni. Peu importe en fait. Moi, c'est ma mm. manière, c'est ce qui vibre en moi, c'est ce qui me permet de, en tout cas, traverser ce deuil et je suis heureuse de le vivre comme ça. Oui, c'est beau. Oui, parce que il y a une différence entre être dans le déni et donc la fuite et vivre simplement. Non, je vais pas rester sur mon canapé à pleurer, mais plutôt je vais décider, ben voilà, d'aller faire des activités, etc.
Mais ce qui n'empêche pas que si j'ai envie de pleurer, je pleure. Hein. Oui, Voilà. exactement. Donc on ne parle pas de déni. Après, les gens, finalement, font aussi ont une mauvaise interprétation du déni parce qu'eux-mêmes sont dans le déni de leur propre souffrance. Hein. Ils vivent une vie conditionnée et pas la vie de leurs rêves. Donc, eux sont vraiment dans le déni, mais ils ne le savent pas. Et par contre, c'est facile de dire oui, mais le déni, parce que tout de suite, c'est associé donc, à un décès. Et là, voilà, le déni, celui-là, on le connaît plus, mais en fait, il existe dans tellement de formes. Ouais. Et d'ailleurs, par rapport, donc, on parlait justement au niveau des traumatismes. Donc, moi, c'est quelque chose, c'est sur lequel j'axe tous mes accompagnements. Donc, c'est sur le plan conscient et inconscient aussi. Et donc, je parle des traumas, blessures de l'âme, croyances et conditionnements. Et pour moi, c'est vraiment d'englober le tout, le corps, l'âme et l'esprit, parce qu'avec la psyché, il y a plein de choses, mais il y a aussi, c'est cristallisé bien plus profond dans le corps, dans l'âme et tout ça. Et puis, pour moi, il y a une raison aussi à plein de choses qui nous arrivent et de tous les schémas concrets. Et donc, du coup, c'est intéressant aussi d'avoir ton avis, ton ressenti, ton histoire par rapport à ça, parce que toi, tu as fait des études qui sont plus donc portées sur le côté psyché, conventionnel, du trauma, etc. Et, et donc, à un moment donné, parce que donc bien évidemment, avec Marie, hein, je connaissais un petit peu son histoire avant qu'elle vienne ici. Donc, certaines questions, je les oriente parce que forcément, je connais la réponse. Donc, toi, à un moment donné, tu as senti qu'il manquait quelque chose dans ce que tu faisais, comment on te l'avait appris. Oui, tout à fait. Pareil, ça a été compliqué aussi de lâcher ça. Un sentiment que on prenait pas en compte, comme exactement ce que tu disais. Donc moi, c'était plus les enfants, mais dans la globalité, exactement ce que tu viens de décrire. Et en devant répondre, enfin, oui, alors c'est hyper intéressant, hein, et j'ai appris énormément de toutes les formations que j'ai faites sur les traumas, sur l'inceste, sur les violences sexuelles, sur les auteurs de violences sexuelles. Vraiment, c'était super intéressant. Puis on est quand même incarné sur Terre, donc il fallait aussi bien Oui, comprendre, il y a voilà bien sûr que tout comment. ça, c'est vrai. Ouais, C'est ouais. concret. Hein. Mm. Et puis de comment ça se passe, et puis les lois, et puis quelles structures existent, et puis qu'est-ce qui manque, enfin, tu vois, dans le très concret, très terre à terre. Maintenant, chaque individu est différent et aussi sur Terre pour différentes raisons, expérimente des choses pour différentes raisons. Et ça, c'est compliqué de travailler là-dessus quand tu travailles soit dans le public ou dans le privé. Donc Mm. c'est vrai que c'est ce qui me manquait un peu et c'est pour ça que je m'en suis aussi éloignée parce que j'avais le sentiment de devoir répondre à des injonctions où j'étais pas toujours forcément d'accord voilà, avec certaines théories très psychologiques, très terre à terre. Donc c'est aussi en effet pour ça que je m'en suis éloignée. Mm. Et D'accord. d'ailleurs, pour faire le lien avec le deuil, là, tu vois, que je vis, je lis pas mal de choses psychologiques un peu sur la théorie du deuil. Ça me fait exactement le même effet. Tu Mm. vois, le côté, il vient de t'arriver ça, donc tu vas réagir comme ça, donc il faut que tu mettes ça en place. Donc, moi, il y a des choses, je m'y retrouve absolument pas, en fait. Oui, comme si on était tous des clones et un peu comme on vit sur le pilote automatique. Voilà, c'est là, tu dois bien travailler à l'école, avoir ton CDI, blabla, voilà, le chien, le chat, la belle voiture et blablabla, blablabla. Et c'est pareil pour tout ce qui est maladie, pour tout ce qui est deuil, pour tout ce qui est... voilà, on devrait tous exactement la même chose. Et comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, là, non, tu vis ton deuil, comment toi, Mm. en fait, c'est le plus juste pour toi. Après, Ouais, bien évidemment, j'imagine que ce que tu lis, il y a des choses que tu peux prendre et tout qui à résonnent fait. avec toi, mais il y a des Ouais, choses aussi donc, que tu laisses. oui. Et je suis très heureuse d'arriver à faire la part des choses. Mm. Parce que il y a des choses que tu lis qui peuvent même être assez violentes, hein. C'est un peu comme quand je travaillais, quand j'ai étudié plutôt les violences sexuelles, qui peuvent même être hyper culpabilisantes, tu vois, Mm. pour toi qui vis ça. Et du coup, voilà, je fais un peu mon tri, quoi. Je suis un peu à la brocante. Je prends ce qui me parle et ce qui ne me parle pas, je laisse. Pas en me disant, oh, je suis bizarre. Non, juste, ça ne me parle pas. C'est tout. Ça ne résonne pas Mm. en moi. Ouais, et c'est important, et du coup, je fais une parenthèse, je le rappelle, c'est vraiment important de s'écouter soi. Donc, dans tous mes podcasts, dans tout ce que je partage, je le répète tout le temps, hein, c'est genre ma vérité, prenez uniquement ce qui résonne. Et là, encore une fois, hein, ici aussi, c'est pareil, c'est des partages,
ce n'est pas une vérité absolue, hein. Et quand on partage sa vie, donc ça veut dire ce que ça veut dire, c'est sa vie. Donc c'est Exactement. comment nous on la vit, comment on voit les choses, etc. Ce n'est pas des vérités absolues. Et c'est important de vraiment s'écouter et de voir ce qui résonne quand on lit un livre, quand on écoute une vidéo, absolument tout, parce que la personne qui a écrit un livre, et moi je m'en suis vraiment rendu compte en fait quand j'ai écrit mon premier livre, où je me suis dit, mais en fait, bah, je suis monsieur, madame, tout le monde, en vérité. Et en fait, j'ai lu des livres et quelques années en arrière, c'était oh, il a dit ou elle a dit que. Et du coup, voilà, je suivais ce truc du livre. Et en fait, quand j'ai écrit mon propre livre, je me suis dit, oh, en fait, tout le monde peut écrire un livre. Et en fait, je donne juste ta perception à toi, en fait, dans ce Mm. livre-là. Et là, en fait, ça a créé vraiment un switch. Et là, je me suis dit, mais non, pas du tout. Et c'est pour ça que voilà, c'est important de rappeler, comme Marie l'a partagé, voilà, prenez à chaque fois qu'est-ce qui me parle, qu'est-ce qui ne me parle pas. Et c'est complètement OK. On n'est pas là pour penser de la même manière, fonctionner de la même manière. Et tout ça, c'est OK. Mm. Tout à fait. Mm. Et alors, une question par rapport justement, donc toi, tu es avec les enfants. Et alors, là, écoute, je ne sais pas, cette question me vient. Je ne sais pas de quelle part de moi elle part, mais en tout cas, elle me vient. Moi, je suis beaucoup, donc je suis voilà, sur blessure, croyance, conditionnement. J'aide les adultes. Donc, moi, je ne suis pas sur les enfants, basée avec les enfants. Moi, j'aide les adultes à se libérer des blessures, des croyances et des conditionnements, donc blessures, trauma, donc qui partent de l'enfance, parce que tout part de l'enfance. Et, euh, et parfois, on peut, tu vois, avec un enfant, voilà, tu peux avoir des discussions avec des parents ou quelque chose comme ça. Alors, cette phrase, combien de fois je l'ai entendue? Ou, non, mais tu sais pas, tu n'as pas d'enfant. Alors que, oui, mais mon boulot, c'est de libérer les adultes de leur traumatisme d'enfant, quand même, tu vois. Alors, bon, tu rentres pas dans ce genre de conversation parce que, bon, ok, d'accord, j'ai pas d'enfant. Et toi qui es donc dans les enfants, et en plus, donc tu n'as pas d'enfant, euh, est-ce que entre ce que tu as appris voilà, pour accompagner les enfants et comment tu l'as concrètement mis en application avec l'accompagnement des enfants, effectivement, bah, tu en as vu une réalité, tu as vu voilà, une transformation chez les enfants où ça allait beaucoup mieux et qu'aujourd'hui, tu peux dire que oui, tu n'as pas d'enfant, peut-être, mais ouais, mais en fait, je sais, entre guillemets, parce que, alors moi, je pars très très loin dans tout ce qui est blessure, coincé, et conditionnement. Donc, on en transmet toujours et j'ai la croyance que nous sommes des âmes qui s'incarnent avec des blessures et qu'on vient les libérer. Donc, forcément, on peut devenir Bouddha, que voilà, on fera vivre des choses à notre enfant et c'est complètement OK, sauf que du coup, on sera l'accompagner au mieux si on a fait notre chemin personnel. Mais effectivement, quand justement on a conscience de tout ça, ben, on peut minimiser ce qu'on va transmettre à l'enfant. Est-ce que tu es d'accord avec tout ça? Ou quel est ton avis par rapport à ça, toi qui es dans ce milieu? Alors, j'ai eu la chance d'accompagner des enfants, mais des familles aussi, puis maintenant plus des femmes, donc j'ai un peu touché à tout. Ça a été d'ailleurs compliqué pour moi de me dire je vais accompagner là les femmes, mais en fait, comme tu dis, on vient surtout travailler sur l'enfant au final. C'est ça. Moi, ça m'a jamais posé souci de pas avoir d'enfant. Pourtant, j'ai commencé jeune, hein, mais ça m'a jamais posé souci parce que, comme tu dis, on est là pour accompagner. On est un peu la petite béquille qui est là un petit moment, puis après, Mhm. on s'en va. Pour moi, ça n'a absolument rien à voir, le fait de pouvoir Non, accompagner mais des enfants. au-delà du fait de toi, ce que tu as ressenti de ne pas avoir d'enfant, c'est comment tu as pu le voir ou, par exemple, les personnes qui pourraient éventuellement se dire euh, ce côté que, en fait, de montrer l'impact du travail sur soi, à Mm. quel point, oui, en fait, ça peut aider complètement l'enfant et ça peut minimiser le traumatisme qu'on va transmettre Si à on est l'enfant. en tant que, enfin, si tu parles, si on est en tant que parent, par exemple, et qu'on travaille Oui, sur soi, et c'est après pour ça. son propre enfant, c'est C'est ça. énorme. De toute façon, quand tu travailles, en tout cas, moi, quand je travaille avec les enfants, je travaille pas sans la famille, impossible. En tout Mm. cas, si elle est là, moi, c'était... Non, c'est obligé. L'enfant, il fait partie d'un système, d'une famille, d'une lignée, peu importe comment on l'appelle. Donc non, tu travailles les deux. Et de toute façon, je l'ai vraiment expérimenté. Si tu ne travailles pas avec les parents, si tu n'entends pas les parents, parce c'est différent, il faut les entendre aussi, les écouter, les comprendre, ça marchera pas pour l'enfant. Mm. Ou alors, ça va être parcours du combattant, quoi. Et oui, oui, parce qu'après, Mm. ça va recommencer si il Mm. n'y a pas les parents. D'accord. Ouais. Mm. Mm, mm. Ouais,
un vaste sujet et passionnant. Oui. Ouais. Bah, écoute, en tout cas, merci pour tous ces beaux partages. Bah, merci à toi. Voilà, cette authenticité et le partage de cette expérience. Et est-ce que voilà, tu aurais un conseil, un mot de fin à partager? Je dirais que, alors souvent on me contacte en me disant oui, comment t'as fait pour tout quitter, partir comme ça. Je pense que, je le dis en toute bienveillance, c'est pas forcément ça qui est intéressant. C'est pas comment j'ai fait, c'est est-ce que toi ça te parle, pourquoi ça te fait écho? Voilà. Pourquoi est-ce que tu me demandes comment j'ai fait? Qu'est-ce que ça vient de chercher? Enfin, tu vois, en quoi ça vient de chercher? Hmm. Plutôt que comment j'ai fait concrètement, comment j'ai fait pour trouver mes billets d'avion et mon appartement. Et j'ai beaucoup, beaucoup de messages de femmes qui m'envoient comment t'as fait, où est-ce que tu as trouvé un appart. La première question pour moi à se poser, mais encore une fois, c'est mon avis, c'est pourquoi ça vient me parler, tu vois, ce qu'elle fait, ou tu vois, ça peut générer parfois de la jalousie, ça peut générer aussi de l'envie bienveillante, ou juste, oh, j'ai envie, mais juste réfléchir pourquoi, qu'est-ce que je vais chercher. Et une fois qu'on se dit ça, c'est plus facile déjà, je trouve. Parce que, encore une fois, c'est pas une fin en soi, c'est pas, et on va pas chercher un Eldorado, non. Son Eldorado, on va se le créer soi-même, mais qu'on soit au Mexique, au fin fond de la Corrèze, si tu as envie de te le créer au fin fond de la Corrèze, il n'y a pas de souci, quoi. Hmm. Oui, tout à fait. C'est un peu le côté, c'est pas d'aller chercher et voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Ça fonctionne pas comme ça. C'est vraiment plus l'appel du cœur. Exactement. Hmm. Ouais, tout à fait. Joli Ok. mot de la fin. Bon, bah écoute, merci. Vous avez donc sous cette vidéo, vous avez en barre d'infos, eh bien voilà, tout un tas de choses, notamment comment retrouver Marie. Vous avez également voilà, mon livre, les accompagnements, etc. Et vous avez le groupe On s'aime du vrai, qui est donc la suite de ce podcast. Hein. C'était d'abord l'idée du podcast et qui m'a donc été inspirée à faire ce groupe Facebook. Le groupe Facebook, vous avez le lien en barre d'infos. Il est en fait destiné comme un cercle de parole géant où chacun peut y venir pour déposer, que ce soit en public ou en anonyme. Il y a la fonction anonyme. Et en fait, parfois, justement, quand on vit des challenges, des doutes, ou qu'on a justement un rêve et qu'on veut aller vers ce rêve et qu'on a peur, et etc., bon, on ne sait pas à qui en parler parce que, en fait, si on en parle autour de nous, parfois les gens ils vont nous faire encore plus peur qu'autre chose. Et en fait, où ils vont donner leurs conseils, où ils vont transmettre leurs projections, leurs peurs et tout ça. Et parfois, on a juste envie de parler, en fait, de se déposer sans avoir un conseil ou quelque chose de quelqu'un, parce que voilà. Et donc, ce groupe, il est fait pour ça, de venir se déposer. Et comme dit, il y a la possibilité que ce soit fait en anonyme. Donc, voilà, il y a le lien, il est en dessous de la vidéo. Donc, merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Merci Marie pour Merci tout ce à toi. partage. Et puis, je vous dis à bientôt pour un prochain podcast.